Bonjour à toutes et à tous, mobilité décarbonée, sommes-nous prêts? C'est la question posée aujourd'hui dans le Grand Talk, un magazine spécial proposé par la rédaction de TV Tour Val de Loire et la rédaction de la Nouvelle République. Nous vous dévoilons aujourd'hui le résultat d'une enquête d'opinion inédite menée chez nous dans l'agglomération de Tours. Alors que 7 Français sur 10 jugent difficile, voire impossible de se passer de la voiture, comment changer nos habitudes? On fait le point durant une petite heure, Emmanuel. Bonjour Aurélie, alors c'est exactement ça. Nos transports, nos voitures, c'est 35% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un chiffre énorme qu'il faut évidemment faire baisser. Les accords de Paris ont commencé à donner un cadre à tout ça. L'État a relayé, les collectivités un petit peu après lui. Mais la vraie question désormais, c'est comment on fait pour appliquer concrètement tout cela, comment on fait pour le passer dans la vie quotidienne, là où nous tous avons besoin au quotidien de moyens de transport. Et aujourd'hui, grâce à la Fabrique de la Cité, nous avons la chance d'avoir une enquête détaillée, chiffrée sur comment les Tourangeaux vivent leurs moyens de transport et comment ils veulent les voir évoluer. Pour le coup, c'était évidemment l'occasion d'un débat dans nos colonnes à la Nouvelle République et puis sur notre plateau de TV Tour. Et pour parler de cette grosse thématique, 2 élus locaux sur notre plateau. Emmanuel Denis, bonjour. Bonjour. Maire de Tours, et Frédéric Ogis, bonjour. Bonjour. Maire de Joué-les-Tours et président de Tours Métropole. À vos côtés, Alphonse Coulot, bonjour. Bonjour. Chargé de mission à la Fabrique de la Cité qui a commandé ce sondage auprès d'Ipsos. Et là, on fait un bond à travers la table. Bonjour Étienne Mercier. Bonjour. Directeur du pôle opinion chez Ipsos. Alors, on va parler de la Fabrique de la Cité puisque c'est vous qui êtes à l'origine de ce sondage élaboré ici sur l'agglomération. La Fabrique de la Cité, Alphonse Coulot, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées, un fonds de dotation qui est créé par le groupe Vinci. Vous réalisez des travaux qui deviennent publics, on peut les consulter notamment sur Twitter. Pourquoi avoir réalisé cette étude, cette enquête sur les mobilités dans différentes villes de France, dont l'agglomération Tourangelle? Alors, d'abord, exactement. Donc, tous nos travaux sont publics et on travaille sur des sujets donc, de prospective urbaine qui touchent à beaucoup de sujets d'urbanisme, le logement, l'espace public en ville, la nature et évidemment les mobilités. Depuis quelques mois, on a ouvert donc, une séquence sur les mobilités et les inégalités et la facilité ou non de changer de mode de transport. Et on a 2 méthodes importantes, donc écriture de rapports et des enquêtes plus littéraires, plus écrites, et puis un travail de terrain qui va se fonder sur ce sondage donc on présentera aujourd'hui, et un commentaire à la fois d'élus qui connaissent le terrain et qui peuvent donc revenir sur ces sondages et sur ces études. Et puis ensuite, on publiera donc à la Fabrique de la Cité une note qui va revenir sur nos 3 études à Tours, à Toulouse et à Nice, qui pourra en fait réunir tout ce qu'on a pu entendre des élus, des employés locaux, et puis retenir les meilleures idées, retenir les problèmes également qui existent, et ainsi en fait faire un résumé des meilleures pratiques pour donner un petit peu de travail de terrain à une étude d'un think tank qui sinon serait un petit peu trop loin de la réalité. Donc on a voulu balancer une étude plus littéraire et un travail de terrain au jour le jour. Alors, l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur les mobilités. Elle a été confiée à l'Institut de sondage Ipsos. Monsieur Mercier, si vous pouvez d'abord nous poser les choses, un petit peu nous dire votre méthode, comment vous avez procédé. Alors, je ne vais pas vous noyer sous la technique. Non. Vous connaissez les enquêtes, les sondages qu'on peut sortir dans la presse, celles qui sont réalisées auprès de 1000 Français. On interroge tout simplement une mini-France. On s'assure que ces 1000 Français sont représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Et on met en place des quotas, ce qu'on appelle des quotas INSEE, pour s'assurer qu'elle est bien représentative en termes de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles, de catégories d'agglomération et de région. Eh bien, on a fait la même chose sur l'agglomération de Tours. Excusez-moi. On a interrogé 300 personnes et on s'est assuré que ces 300 personnes sont représentatives des habitants de l'agglomération. Et comme on a fait la même chose avec les Français, on a pu comparer aussi les résultats qu'on avait entre ce que nous disaient les habitants de Tours et ce que nous disaient les Français. Alors on est d'accord, on est sur la grande agglomération, c'est-à-dire qu'on inclut la métropole dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais on va un petit peu au-delà. On va jusqu'à Amboise, voilà, c'est jusqu'à ça ? Amboise. Oui. Alors, comment vous déplacez-vous ? C'est par exemple une question qui a été posée. Trouvez-vous les transports accessibles ? Êtes-vous prêt à laisser votre voiture au garage ? On fait le point en chiffres et en images sur ce sondage, regardez. Pour se rendre au travail ou pour faire leurs courses, les habitants de l'agglomération tourangelle plébiscitent la voiture à 73%. Un taux qui monte à 84% dans les communes périphériques. Dans la ville de Tours, la voiture perd du terrain, mais elle reste là aussi majoritaire à 55%.
Conséquence, les transports en commun sont utilisés au quotidien par une minorité d'habitants de l'agglomération, 34%. C'est même moins que la moyenne des Français des agglomérations de même taille, 43%. Et plus on s'éloigne de la ville-centre, moins on utilise le bus. Seuls 24% des habitants hors ville de Tours plébiscitent ce moyen de transport. Côté mobilité douce, marche, vélo ou encore trottinette, 44% des habitants de l'agglomération tourangelle y ont recours tous les jours, tout comme la moyenne des Français, mais c'est moins, là aussi, que dans les autres agglomérations de même taille, 53%. Bilan des courses, 52% des habitants de l'agglo le reconnaissent. La manière dont ils se déplacent au quotidien n'est pas écologique. Alors, premier enseignement de ce petit reportage, c'est que la voiture, eh bien, on l'aime beaucoup, Emmanuel. Elle a du mal à rester au garage. Voilà, alors Frédéric Ogis, vous êtes avec la métropole, avec le syndicat des mobilités également, ce qu'on appelle l'autorité organisatrice des mobilités sur le territoire. Ces résultats, ces premiers chiffres que l'on vient de voir, peut-être qu'ils ne vous surprennent pas beaucoup, mais qu'est-ce que vous en retenez ? D'abord, ça veut dire que le transport est quand même développé dans notre métropole. À la fois le tram qui prend un tiers de l'ensemble des voyages, donc on voit quand c'est régulier, les gens changent plus facilement de mode de transport. Et après, on voit bien qu'on est également une métropole avec un côté très urbain et plus rural. Et il faut qu'on arrive à adapter dans l'avenir nos modes de transport pour que les personnes qui sont en dehors de la première couronne métropolitaine puissent avoir le choix de changer de mode de transport. Et c'est en cela où moi je retiens les différents éléments. D'accord. Alors, à la lecture des chiffres, là, on se dit qu'il y a encore quand même beaucoup de boulot. Les transports en commun ne sont quand même pas utilisés autant qu'ils pourraient l'être. Le covoiturage, lui, est carrément assez balbutiement, c'est, je crois, 2%. Le chiffre, on ne va pas rentrer dans les solutions tout de suite parce que ce sera le sujet tout à l'heure, mais quand on est maire, Emmanuel Denis, qu'on a un mandat devant soi, qu'on voit ces chiffres, on se donne quoi comme feuille de route ou plus exactement, on se fixe quoi comme objectif à moyen terme ? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la voiture soit encore ce que souhaitent tous les C'est pas un souhait, là, c'est une utilisation, voilà, 73%. La manière dont ça a été présenté, c'était un peu ça. Non, au contraire, je pense que les gens veulent changer, mais il faut proposer des alternatives. Et on voit que plus on est près du centre urbain, plus il y a de personnes qui n'utilisent pas leur voiture, justement. Ça veut dire qu'il y a... Donc il faut regarder de près pourquoi en centre urbain, il y a plus il y a moins d'automobilistes qu'à l'extérieur. Parce qu'il y a plus de propositions alternatives. Alors ça va de la marche à pied, aux mobilités douces, donc vélo, et puis au transport en commun. Donc la feuille de route, si on veut changer les choses, c'est bien sûr développer toutes ces alternatives. Donc le vélo, bien sûr, avec des pistes cyclables sécurisées, c'est ce que réclament les gens. Et puis les transports en commun, donc un réseau structuré. On a déjà une première ligne de tram qui est un début de réseau structuré avec des bus. Il faut amplifier ça et puis offrir des alternatives qui soient compétitives. Le vrai mot, c'est voilà, il faut trouver des alternatives compétitives. Ça veut dire quoi, compétitif ? Pourquoi c'est-à-dire vous utilisez ce mot ? Parce qu'il faut pas, il faut comparer un temps entre le temps qu'on met pour traverser la ville, pour faire très simple, pour traverser la ville en voiture, et puis si on le compare à un parcours en vélo, moi je le sais, je le fais tous les jours, on va aussi vite quand on le fait en vélo, je parle du centre-ville, et puis après il y a les transports en commun, donc ça dépend du point A et du point B. Il y a des parcours sur lesquels on met pas plus de temps en le faisant en transport en commun, il y a d'autres parcours, parce que le réseau n'est pas suffisamment structuré, on met beaucoup plus de temps, et là les gens prennent leur voiture. Donc l'idée de compétitivité, c'est vraiment d'être efficace, d'avoir un service qui est efficace et qui rend donc tous les services que l'on souhaite. Alphonse Coulot. Oui, justement, pour revenir, monsieur le maire, sur ces objectifs, est-ce que vous avez des critères de réussite ? J'imagine des chiffres de part modale que vous voulez atteindre ou des critères visuels d'espace de stationnement remplacés ou... Les objectifs, moi, je pense qu'il faut se caler sur les meilleurs résultats qu'on trouve dans des grandes métropoles. Sur les parts modales du vélo, je pense qu'à Strasbourg, on est autour de 18%. Donc ça, c'est un vrai objectif. Nous, on est plutôt, en fonction des études, entre 4 et 6, mais je pense que, 4 ou 5, c'est atteignable, 18% à un moment pour Tours, ouais. Si c'est fait à Strasbourg... Alors, le délai, ça dépendra des investissements qu'on décidera avec Frédéric Ogis, mais je pense que ça peut aller très très vite parce que
Sur la dernière crise, on en parlera après. Ouais. On Oui, a il y a vu eu que un vrai regain. il y a eu un pour le vrai vélo, évidemment. rebond pour le vélo, un peu un abandon des transports en commun parce qu'à cause du Covid, les Et oui. gestes barrières, c'était compliqué. Ouais. Mais on a vu qu'il y avait un potentiel sur le vélo. Et en plus des objectifs de part modale, il y a aussi des mesures qu'on fait au quotidien dans la rue avec des compteurs, des compteurs vélo. Sur le pont Wilson, on a dédié le pont Wilson au vélo, aux piétons, aux transports en commun. Et aujourd'hui, on a fait plus 30% de vélos sur ce. Donc voilà. On D'accord. peut suivre vraiment quasiment au jour le jour les évolutions. Oui, évaluer la progression. Voilà, Ouais. et puis après se fixer effectivement des parts modales. Donc on comprend que Strasbourg reste peut-être un modèle. Sur le vélo, c'est sûr. Alors à Tours, on va reprendre le sondage. À Tours, les personnes interrogées trouvent leurs conditions de déplacement plutôt pratiques à 94%, bon marché à 71%, pardon, et écologique, là on chute, on est à 64%. Les personnes interrogées, on peut le dire Emmanuel, sont plutôt contentes, mais vous en parliez, Monsieur Ogis, tout à l'heure, il y a une vraie nuance à apporter entre la ville et la campagne, en tout cas les communes qui sont plutôt rurales évidemment. Voilà, alors au niveau de la ville, c'est vrai qu'on a le sentiment que, et vous avez commencé à l'ébaucher, il y a un ressenti plutôt positif. Ça a été dit dans l'étude, ça a été confirmé par d'autres études qu'on a pu voir récemment, et je pense notamment à une enquête d'Autoplus qui dit qu'il y a moins de bouchons à Tours que dans des villes de taille comparable. À quoi ça tient, à votre avis, dans cette comparaison avec des villes comparables, cette espèce de douceur de circuler tourangelle qui donne l'impression que les gens sont plus contents qu'ailleurs peut-être ? Ça tient aux infrastructures, simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas de grosses difficultés de circulation automobile. Les transports en commun, on a un réseau qui commence à être assez structuré. Le vélo, ça s'améliore. Donc globalement, on va dire, c'est pas très compliqué de se déplacer à Tours, quel que soit le mode de transport que l'on utilise. Et la question, c'est cette différence entre le ressenti en ville et puis le ressenti un petit peu plus loin de la zone de la zone urbaine. C'est quelque chose qu'on comprend tout à fait. On se dit qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on habite dans l'hypercentre de Tours que quand on habite, on va dire, par exemple, à Druy, petite commune de, je sais pas, il doit y avoir moins de 1000 habitants qui est tout au sud-est du territoire. Comment on fait pour essayer de construire un projet un petit peu global avec ces besoins extrêmement différents? Comment on fait pour une concertation un peu générale, en fait, avec des besoins si différenciés? Comment ça se passe? Pourquoi les gens prennent peut-être moins le bus? Il faut partir de la journée type d'un métropolitain. Oui, oui. Il va partir de chez lui, mais il connaît l'heure de départ de son bus d'une commune en périphérie. Et là, il va arriver plutôt soit sur un BHNS, bus à haut niveau de service, ou un tramway. Il y en a tous les 7 minutes. Donc de chez lui à le tram, c'est simple. Il n'y a pas de rupture de charge. La vraie complication qui fait que les gens aujourd'hui n'ont pas vraiment changé leur habitude, c'est quand il repart chez lui. Il prend le tram jusqu'à l'arrêt qui va l'amener à lui, à son bus, mais son bus, il y en a toutes les heures. S'il loupe, il attend 1 heure. Donc, son temps de déplacement en transport en commun est plus long, donc il garde cette habitude de la voiture. Ce qu'il faut qu'on arrive, on a commencé à mettre en place, c'est pour les communes périphériques, c'est du transport un peu à la demande. C'est des petites navettes. C'est structuré à travers le tram, des circulaires autour qui sont plus réguliers et on attend moins entre le moment où on quitte le tram et on rentre chez soi. C'est là véritablement le travail qu'il nous faut faire. C'est comment finalement, quand les personnes regardent l'ensemble de leur temps de déplacement, puisse leur convenir. Également, nos transports en commun sont beaucoup calqués sur les heures des collégiens et des étudiants. Donc parfois, les personnes ne sont pas dans les mêmes heures. Donc quand ils quittent à 15h et les étudiants à 17h, s'ils doivent attendre le bus pour rentrer chez eux à Druy ou à Saint-Genoux ou à Roche-Corbon, peu importe, eh bien c'est là où on a une rupture de charge qui fait qu'il n'y a pas de changement. Ces navettes, elles existent ou elles vont exister? Alors, elles ont commencé à exister. Il y a 3 circulaires qui étaient à Jouer les Tours, qui étaient à Saint-Cyr et en Jouer à Tours-Centre. Avec la Covid, on a dû les stopper pour l'instant. Et puis, Resago, vous avez une application où vous pouvez réserver un bus un peu par personne. Des minibus. Des minibus. Parce que le véritable coût dans les transports, c'est aussi l'ensemble des personnels. Envoyer un bus de 50 personnes dans un endroit où on va récolter que 3 personnes, il n'y a aucun intérêt. Ce qu'il nous faut, c'est adapter aussi nos transports aux besoins. Là, sur Resago, c'est une application, je peux dire on est 3, on rentre tous les 3 du travail à telle heure. Est-ce qu'il y a moyen? Et Bien ça sûr. fonctionne? Et ça fonctionne. Okay. Mais on doit plus le faire connaître. On a eu la période Covid qui ne nous a pas aidés, parce que les transports en commun ont baissé à ce moment-là. C'est cher, Resago? C'est le même prix. D'accord. C'est un abonnement.
Si vous avez l'abonnement, vous pouvez prendre Resago. D'accord. Donc on travaille beaucoup et l'application va encore se développer. On voit bien qu'on changera les modes de transport grâce à ce nouveau type d'application, mais également dans le tram, vous pouvez grimper avec votre vélo, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous arrivez... On peut mettre combien de vélos sur une rame de tram? Plein. Plein. Non, c'est pas une réponse. Ça dépend de la taille du vélo. Si c'est un vélo pliant. Ouais. Si Non, c'est y a un vélo pas de- pliant, vous ça avez dépend la limite. Surtout combien de personnes dans le tram. Voilà, Ouais. la limite, c'est de cohabiter avec Ouais. les piétons, quoi. Comme partout. C'est ça. Mhm. Donc, tant que ça rentre. D'accord. Et il y a des heures où ça rentre moins bien. Un Il y a des éclairage, heures, monsieur forcément, c'est Mercier, par rapport... Ce qui est intéressant, c'est ce que font aujourd'hui finalement les villes et les agglomérations pour améliorer les choses. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ça répond à une attente aussi. On a aujourd'hui des Français et des habitants de Tours qui ont pris conscience pour la première fois, je pense, de l'impact de leur mobilité sur l'environnement. Il y a encore 2 ans, quand on interrogeait les Français ou les habitants de certaines villes et qu'on leur demandait est-ce que vos mobilités ont un impact sur l'environnement ou sur la qualité de l'air, ils vous disaient non, moins que les entreprises, moins que les camions. Et finalement, ils se dédouanaient à chaque fois. Oui. De même que lorsqu'on leur demandait est-ce qu'ils voulaient changer de mobilité, de type de mobilité, ils retardaient ça au calendrier grec. C'était toujours oui, un jour, dans Si 5 les ans. entreprises le font, on suivra. Voilà, exactement. D'accord. Là, ce que vous voyez maintenant et ce qu'on voit dans cette enquête qu'on a fait auprès des habitants de l'agglomération, c'est primo qu'ils ont parfaitement conscience aujourd'hui que leur mobilité, les mobilités qu'ils ont un impact sur l'environnement, sur la qualité de l'air, sur la qualité de la faune et de la flore, et ils le disent en majorité. Et le deuxième constat qu'on fait dans cette enquête, c'est qu'ils veulent changer et très vite. En fait, vous avez plus de la moitié aujourd'hui des habitants de l'agglomération qui veulent changer de mobilité et qui veulent avoir des mobilités plus écologiques. Dans l'étude, 93% des habitants de l'agglomération déclarent qu'ils aimeraient pouvoir réduire l'impact écologique de leurs déplacements au quotidien. C'est 2 points de plus par rapport à l'ensemble des Français. Oui, mais on a envie d'avoir quelques réponses. Quelles sont leurs options, les solutions envisagées? Alors d'abord, il y a ça, et puis il y a 58% des habitants de l'agglomération qui ont prévu de changer, d'avoir des mobilités plus écologiques d'ici 2 ans. Donc ils se donnent une date, on leur avait proposé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a plus de la moitié qui se mettent sur 2 ans, au maximum de temps. Ça veut dire qu'il y a vraiment dans leur tête des choses qui vont évoluer et qui vont bouger. Et puis bonne nouvelle quand même sur l'agglomération, c'est un chiffre qui est bien meilleur que la moyenne française. Il est de plus, les habitants de l'agglomération sont plus 7 points par rapport à la moyenne française. On peut se féliciter de ce chiffre-là. Donc, il y a une volonté de faire les choses. Alors, quelles sont les solutions ? Aujourd'hui, ils plébiscitent de plus en plus le véhicule électrique. C'est ce qui arrive en premier, à 38%. Alors, ils veulent aller sur le véhicule électrique. Alors, on en attention, reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Il y a vraiment des conditions. Les mobilités douces aussi. Vous parliez du vélo, vous parliez de la marche. De plus en plus, aujourd'hui, ils vont vouloir plébisciter ce type de mobilité. Alors, dans la ville de Tours, c'est déjà fortement utilisé, les mobilités douces. Mais à côté aussi, on veut plébisciter les mobilités douces, là encore, à condition d'avoir des infrastructures qui soient bien sûr appropriées. Et puis, en dernier, mais quand même à un niveau assez élevé, les transports en commun à 23%. Et la plupart des habitants considèrent aussi à 52% qu'il va falloir investir beaucoup plus massivement dans les transports en commun. Emmanuel. Alors, dans les premiers chiffres que donnait M. Mercier, 93%, c'est un chiffre très enthousiasmant qui fait plaisir. On se dit, c'est beaucoup de gens, mais c'est une déclaration d'intention. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un gap entre ce qu'on dit et ce qu'on fait? Vous l'avez expérimenté avec le pont Wilson, par exemple, ça a grogné au moment de la mise en place. Est-ce que vous croyez que les gens aujourd'hui sont politiquement corrects? Est-ce que c'est des chiffres qui correspondent à une intention, j'ai envie de dire, saine et sympathique, mais voilà, qui n'aura peut-être pas beaucoup de suite, ou que vraiment ils sont prêts à aller vers une mobilité décarbonée? Je pense qu'ils sont vraiment prêts. Après, le sujet, c'est que c'est comme d'arrêter de fumer. Il faut essayer 3 fois avant de s'y mettre vraiment. Donc il faut des déclics. Et les déclics, ça peut être l'ouverture d'une nouvelle piste cyclable devant chez soi, ça peut être une aide à l'achat de vélo comme on a fait, ça peut être une nouvelle ligne de tram, une nouvelle ligne de BHNS, enfin voilà. Donc il faut accompagner cette volonté ou des journées vélo comme on fait, voilà. C'est comme ça qu'on suscite le changement, parce que quand on l'essaye une fois, le tram, le vélo, on l'adopte facilement. Donc il faut, et c'est là où les collectivités ont leur travail, c'est offrir des nouvelles infrastructures et puis
avoir de la communication, des événements qui donnent envie. Donc pour cet accompagnement dont parle Emmanuel Denis, vous avez déjà des outils en place au niveau de la métropole. Vous avez établi il y a quelque temps déjà, un plan climat, air, énergie qui donne une espèce de vue globale, un peu comme ça, de nos quotidiens. Ça passe par le logement, par un petit peu tout, par les mobilités évidemment. C'est un outil, ça, de concertation, d'accompagnement, de... Bien sûr. D'abord, le tramway électrique. Ouais. Le BHNS, il sera plutôt au gaz, puisque nous avons décidé, maintenant il y a plusieurs années, que plus aucun bus diesel ne serait acheté dans cette métropole, donc on va passer au biogaz. Il y a également toutes les petites navettes, elles sont électriques, donc on a fait la transition énergétique, on est en cours. Ce qui roule ne pollue pas. Ce qui roule En tout cas, pollue beaucoup moins. Ce qui est acheté. Tout ce qui est acheté, Alors, ne polluera plus dans 10 ans. Voilà. D'accord. Mais déjà, on a fait cette transition. Et ça, c'est important. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire l'ensemble des acteurs puissent être dans la même concertation. Et vous aviez évoqué dès le début qu'on parlait de la métropole, mais surtout de l'aire urbaine. On doit travailler avec nos collègues jusqu'à Amboise. Là, c'est avec la région, puisqu'il faut aussi qu'on arrête les flux qui arrivent de l'extérieur. C'est comment on change les mobilités qui s'arrêtent un peu à la métropole, aux portes de la métropole, avec du covoiturage, avec l'étoile ferroviaire. On y travaille beaucoup avec Emmanuel. Également des pistes cyclables. On va lancer un grand schéma de pistes cyclables, parce que c'est vrai que les gens, ils veulent se faire une mobilité rassurante. Les enfants, ceux qui se déplacent, ils veulent être en toute sécurité. Donc il faut qu'il y ait des pistes cyclables qui puissent se décorréler dès que l'on peut des voies de circulation. Et puis les transports, on doit travailler sur un schéma, au-delà d'une deuxième ligne de tram, sur un schéma sur 50 ans, c'est qu'est-ce que les mobilités ? Que l'on puisse avoir un maximum de pistes indépendantes dans lesquelles le bus puisse rouler, qu'il soit tram, qu'il soit sur pneus, qu'il soit comme on veut, mais surtout qu'il soit indépendant, parce que les gens veulent une fiabilité dans le transport. Ils veulent savoir quand est-ce qu'ils arrivent. De service. Ouais, il faut la qualité de Ça, service. c'est important dans le sondage. Hein. Les gens veulent que ça soit pratique, facile, pas Cadencé, cher, cadencé. Enfin voilà, faut que ça soit. Ils veulent bien changer, mais ils veulent pas trop le sentir. Compétitif par rapport à la voiture. Ouais. Alphonse Coulot. Mais justement, on parlait donc de la qualité, du côté aussi pratique que la voiture, sinon je ne suis pas en fait poussé à changer. Vous en avez parlé un peu, monsieur le maire, donc sur les solutions pour abandonner la voiture et essayer de appliquer des politiques à ces personnes qui conduisent et qui soit ne veulent pas changer, soit ne peuvent pas changer. Est-ce qu'à l'échelle de la métropole, et peut-être là on peut avoir un jeu d'échelle intéressant, comment on peut faire pour que dans les communes qui restent majoritairement dépendantes de la voiture, comment on peut faire du coup pour abandonner ce mode de transport ? J'ai un chiffre sous les yeux, 56% des personnes qui habitent dans les communes de la métropole jugent difficile d'emprunter les transports en commun. C'est plus d'1 sur 2. Est-ce qu'il faut faire une politique ciblée pour ces déplacements-là ? Est-ce qu'elle s'intègre dans les politiques que vous présentiez à l'instant ? Bien sûr. Rapidement. Il faut, oui, très rapidement, mais c'est vrai que tout ce qui est tour, jouer les tours, enfin, la première couronne, c'est plus facile parce qu'il y a un cadencement plus rapide, donc on change son moyen. Oui. Dès qu'on Voilà. arrive en deuxième couronne, eh bien, il faut qu'on accompagne, comme je vous disais, soit avec des circulaires encore plus nombreux, c'est des rabattements vers le tram. Mais c'est surtout penser pas au matin, c'est quand les gens rentrent, parce que c'est à ce moment-là qu'ils regarderont s'ils ont un intérêt à changer. Et puis les mobilités douces, c'est simple, c'est vrai que c'est tout ce qui est le bassin ligérien. Entre Loire et Cher, c'est plat. Il faut aussi qu'on regarde, dès qu'il faut monter les coteaux, tous les jours, certains mettent plus de temps. C'est comme arrêter de fumer. Faire l'effort chaque jour de faire un peu plus d'efforts pour monter sur les villes de coteaux. Mais là aussi, on doit accompagner alors, le vélo électrique, ça permet d'aller plus loin, mais également, je vous le dis, on met son vélo dans le tram et quand on arrive en haut du coteau, on retrouve vraiment une mobilité douce. Donc il faut que tous les ingrédients puissent permettre cette mobilité dans cette métropole. C'est les calques de la mobilité. Il ne faut pas être les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. L'étoile ferroviaire, la mobilité douce, les transports en commun et la voiture quand c'est indispensable, avec des parkings relais faciles et qui soient au maximum à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, parfois, nos parkings relais sont trop près du centre-ville. Et quelqu'un regarde s'il est un peu rempli, le parking relais, eh bien on file jusqu'à Tour-Centre. C'est ça qu'il faut éviter demain. On va parler des solutions dans la deuxième partie, comment relever le défi de cette transition bas carbone sans créer de nouvelles inégalités, puis comment vous envisagez vos déplacements sur ces prochaines années, comment également les entreprises, on va en parler avec vous, amorcent ce cap. Réponse en deuxième partie du Grand Talk. À tout de suite.